Le Grand Parc d'Andilly. Rêvons en toute saison. Présente. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, du club du dimanche de la France à découvrir. Vous connaissez mon goût pour les joyaux pépitesques de notre beau pays, les lieux waouh, le patrimoine bâti de nos ancêtres, les découvertes touristiques, maligne, à pied, à vélo, à cheval, en péniche, les bonnes adresses, les bonnes initiatives à saluer, comme au pays de Cruseille à Andilly, en Haute-Savoie, entre Annecy et Genève, où les bonnes volontés citoyennes et associatives et le déploiement de leurs incroyables énergies pour soulever des montagnes ont valorisé leur région, leur territoire, et construit une légende et bâti une maison au Père Noël. Nous allons vous parler aujourd'hui de cet esprit si singulier du montagnard bâtisseur qui souffle en région Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Ardèche à la frontière suisse et italienne, sur 12 départements en autant de terrains de jeu où l'itinérance et l'immersion en pleine nature est la règle. Oui, chers amis de Sud Radio, il sera question bien sûr de la découverte de ce micro-pays de Haute-Savoie, mais aussi du Père Noël, du formidable rôle du bénévolat, de l'amour, du travail bien fait, de la solidarité, du sens de la fête rurale, médiévale, joyeuse, roborative, de l'itinérance en Auvergne-Rhône-Alpes, bref, de tout ce qui tient encore notre pays debout, comme par exemple à Andilly, en Haute-Savoie, où nous allons tout de suite dans la France à découvrir. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et pour parler de ces bonnes initiatives touristiques, associatives, ce bénévolat et toutes ces bonnes volontés qui se mettent en route en Auvergne-Rhône-Alpes, nous accueillons Vincent Humbert, maire d'Andilly en Haute-Savoie et directeur du parc d'Andilly, des médiévales et de la maison du Père Noël. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour. Sylvie Fayolle, vice-présidente, est avec nous de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge du tourisme. Bonjour Madame Fayolle. Bonjour à tous. Joël Beaugrasset est aussi là, vice-président du département de Haute-Savoie, délégué au patrimoine culturel. Bonjour Joël. Bonjour. Alors on va commencer avec vous Vincent Humbert, Vous êtes entre Annecy et Genève. La commune d'Andilly est située à 6 km au nord-ouest de Cruseille, sur le versant sud du col du Montsion, bien connu. C'est un paysage de collines bocagères, de montagnes qui grimpent depuis la vallée des Us. 3 villages, Charly, Jussy et Saint-Symphorien. Et Andilly est devenu, il y a peu, le hameau du Père Noël qui a reçu un prix international des Santa Winters, qui reçoit 400 000 visiteurs par an. C'est une étape sur le chemin de Compostelle, et il y a aussi les grandes médiévales d'Andilly, le plus grand festival d'Europe dans cette thématique. On vous appelle les petits frères du Puy du Fou. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est vrai qu'au Puy du Fou, on nous appelle les petits frères Puy-Follet de Haute-Savoie. Les petits le hameau frères du Père Noël Puy-Follet est sur la d'Haute-Savoie. commune d'Andilly et de Saint-Blaise, le hameau du Père Noël, parce que c'est deux sites différents. Deux sites Le différents. hameau est sur le col du Montsion, sur Saint-Blaise et sur Andilly, parce que les parkings. Et après, là, il y a le grand parc d'Andilly qui est à 1 kilomètre plus bas, où effectivement, là, il y a les médiévales et le grand parc de Noël. Alors comment est né ce 8e grand parc d'attractions de France avec 402 000 visiteurs par an? Il est né avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et beaucoup de foi, on va dire. Parce Ouais. que c'est vrai qu'on était parti sur un petit comité des fêtes pour faire vivre notre commune. Vous l'avez dit précédemment, il y a 3 villages qui forment la commune d'Andilly, mais il n'y a pas de village Andilly. Et c'est vrai que dans cette dynamique, on s'est dit, on va créer un comité des fêtes qui existait, on l'a repris. Et puis comme moi, je suis un amoureux de Saint-Vincent-de-Paul qui a créé beaucoup de choses, c'est qu'on fait les choses, mais pour les autres. Et dans le cadre de la dynamique des médiévales et du Père Noël, ça le prouve aujourd'hui, on a créé une médiévale, on a créé un mot du Père Noël qui aujourd'hui emploie 14 personnes, 140 saisonniers, 1400 bénévoles et des retours économiques induits énormes sur le territoire, mais aussi des retours sociaux et solidaires qui sont forts. C'est né de la descente des alpages à Annecy, c'est né de la fête des Lumières de Lyon, et c'est né aussi d'une fête que j'aime énormément, c'est la fête de l'escalade à Genève. Il se passe Voilà. énormément de choses en région Auvergne-Rhône-Alpes. Sylvie Fayolle, en charge du tourisme, vice-présidente de la région. 12 départements, du Cantal à la Haute-Savoie, en passant par l'Ardèche, la Drôme, des sites naturels, des stations thermales, 24 stations. Comment se fait-il que cette région soit aussi riche de lieux touristiques? Bien écoutez, tout d'abord... C'est nous une avons... nature. Oui, voilà, c'est ça. Donc nous avons tout d'abord évidemment la chance d'avoir une région qui est vraiment spécifique en offrant des paysages grandioses et variés de nos 12 départements, comme vous avez dit, du sud jusqu'aux Alpes, évidemment. Et puis nous avons souhaité mettre en valeur justement toute cette richesse en donnant des thématiques transversales et aussi de grandes thématiques. Donc nous avons voulu promouvoir l'itinérance, le thermalisme, comme vous avez dit, la pleine nature, parce qu'on souhaite vraiment faire de cette région Auvergne-Rhône-Alpes la région d'excellence pleine nature sur le territoire national. On travaille également sur la montagne parce que vous savez que la montagne, on a vraiment un potentiel énorme, voir comment on peut étirer les saisons, donc une montagne été-hiver.
Bien sûr, on travaille sur la gastronomie et l'œnotourisme parce qu'on a énormément de choses aussi sur ce territoire, avec notamment la vallée de la gastronomie qui traverse notre région. Et puis, une politique très transversale avec les sites touristiques emblématiques. Nous avons souhaité labelliser 21 sites touristiques emblématiques sur cette région. Ah oui, ça c'est énorme parce que ça va du panoramique des Dômes, le Zoo de Paugue, le parc dans l'Allier, Vulcania. C'est incroyable l'offre qu'il y a. Voilà, l'hôtel des Lumières au Puy où vous êtes immergé par exemple sur l'œuvre de Léonard de Vinci. Oui. Un autre jour vous partez à la découverte donc les conquistadors, etc. Des choses comme ça, le safari Peaugres qui va nous proposer un festival des Lumières là du 4 novembre jusqu'au mois de mars. Enfin des choses diverses et variées. Et ça c'est vraiment des locomotives au niveau de notre territoire. Ensuite, bien sûr, le touriste qui vient visiter un de ces sites emblématiques est tout de suite renvoyé sur les 21 autres sites. On souhaite faire vraiment une mise en réseau et également développer des séjours, montrer que ce qu'il y aura à faire dans un rayon d'une 50aine de kilomètres tout autour. Mais quelle verve, Sylvie Fayolle, vous êtes intarissable et incollable et passionnée par le tourisme en Rhône-Alpes-Auvergne. Ah ben écoutez, oui, c'est passionnant. Il y a tellement de choses à faire découvrir. Et puis, on a envie de donner... On va en parler. On va parler de toutes ces choses et des 21 sites à découvrir. On va d'abord demander à Joël Beaugrasset, vice-président du département de Haute-Savoie, délégué au patrimoine culturel. C'est quoi le patrimoine culturel en Haute-Savoie, Joël ? Alors, c'est tout ce qui touche à l'identité d'un territoire. Et le patrimoine culturel de la Haute-Savoie, c'est surtout lié à ce patrimoine montagnard, à l'état d'esprit, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans la présentation, qu'on était des montagnards bâtisseurs, oui. Et la culture, elle tourne autour de ça. Voilà. Est-ce que vous continuez à valoriser par votre culture de montagnard le tourisme ? Bah oui, absolument. C'est l'ADN. En fait, dans l'idée du montagnard bâtisseur, il a été montagnard bâtisseur des stations de ski, des remontées mécaniques, des hôtels et restaurants qui accueillent nombre de touristes dans nos vallées alpines. Et c'est comme ça qu'on valorise aussi ce qui fait notre richesse culinaire, avec principalement nos fromages, mais au-delà de ça également nos vins. Et puis aussi, aujourd'hui, des chefs étoilés se sont intéressés à une façon d'interpréter la montagne autour de la quête, et donc ça c'est aussi très valorisant. Oui, c'est vrai. Et on redécouvre à la lecture de ce que vous nous proposez des faits historiques, par exemple que les frères Lumière ont habité Évian. Oui, absolument. Parce que le thermalisme a attiré des personnalités, et donc ça va de soi que la ville d'Évian a toujours été un lieu extraordinaire pour des personnes comme les frères Lumière, mais aussi pour d'autres, pour des grands architectes, pour des grands musiciens. Absolument. Et donc, c'est ce qui fait la richesse de notre territoire, mais également sur Annecy, comme sur Chamonix, qui est une terre d'alpinisme. Absolument. Vincent Hubert, maire d'Andilly en Haute-Savoie, directeur du parc d'Andilly, des médiévales et de la maison du Père Noël. Racontez-nous votre environnement. C'est un petit village, Andilly, avec 3 communes. C'est un regroupement de communes. Il y a moins de 1000 habitants. Hein. Il y a moins de 1000 habitants. Je vais reprendre. Je ne suis pas directeur, je suis président. Président. Je suis président bénévole depuis 30 ans l'année prochaine. Donc c'est important parce qu'un directeur sera payé. Moi, je suis président et seulement bénévole. Comme le veut la tradition. Pardon. Oui. La commune d'Andilly, c'est une commune de moins de 1000 habitants. On a pris le parti pris depuis 16 ans que je suis élu avec le conseil municipal de ne pas construire. On est une des rares communes en Haute-Savoie de très peu construire. Alors c'est difficile, mais très très peu construire. D'accord. Puisqu'entre Genève et Annecy, la pression immobilière est colossale, étonnante. Je crois, sous le contrôle de Sylvie, que je crois qu'on est même plus en plus développement que le nord de Lyon. C'est-à-dire que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région qui se développe plus, c'est chez nous. Donc on a préféré ne pas construire, par contre amener un tourisme doux, un tourisme de qualité, un tourisme de proximité et se créer avec la commune d'Andilly, parce qu'il y avait une grosse dynamique associative,
Une autre, arrivée économique. Je dis toujours, la mairie d'Andilly ne peut pas se permettre d'avoir qu'un seul client, c'est Genève. On doit avoir d'autres clients. Et d'autres clients, c'est le dynamique touristique qu'on peut créer chez nous. On va faire une petite pause, on va marquer une pause, on va se retrouver avec Sylvie Fayolle juste après pour parler de ces sites incroyables qui sont à visiter absolument d'urgence en Auvergne-Rhône-Alpes. À tout de suite dans La France à découvrir. Le Grand Parc d'Andilly, rêvons en toute saison. Présente Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Retour dans La France à découvrir avec Vincent Humbert, maire d'Andilly en Haute-Savoie et président du parc d'Andilly des Médiévales et de la Maison du Père Noël. Sylvie Fayolle est avec nous aussi, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge du tourisme. Et Joël Beaugrasset, vice-président du département de Haute-Savoie, délégué au patrimoine culturel. Sylvie Fayolle, on parlait tout à l'heure de 21 sites en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est comme ça qu'on dit, on dit en Aura. Oui, hein, Aura. Auvergne-Rhône-Alpes. Non, Aura, non, Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, oui, attention, il faut être précis sur les mots. Non, là, ça rigole pas. Vous nous parlez de sites naturels autour du Mont Blanc où les touristes 50 km alentour peuvent trouver moult animations et moult attractivités. Quoi, par exemple ? Alors écoutez, il faut faire la distinction entre les sites naturels, parce qu'on en a de magnifiques qui jalonnent toute notre région, que ce soit le lac d'Annecy, comme vous avez cité, Chamonix, etc. Ça, c'est des sites naturels qu'on va visiter, où on se balade, mais on a souhaité, si vous voulez, labelliser 21 sites touristiques emblématiques. Alors là, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que ça jalonne toute notre région et c'est des sites où le touriste va pouvoir découvrir des choses diverses et variées. Donc je ne voudrais pas non plus en oublier puisqu'il y en a 21. Si vous me permettez, si j'ai 2 minutes, je peux les citer. Ah bah bien sûr. Si vous me le permettez. Allez-y, je vous en prie. Alors donc, on a donc l'Avesnes-Orniac qui est une grotte. On a l'Aventure Michelin qui retrace toute l'aventure de l'histoire Michelin à Clermont-Ferrand. On a les caves de la Chartreuse avec toute l'histoire de la fabrication de la Chartreuse. On a le château de Grignan. On a la ferme aux crocodiles, donc là où on va avoir toute une préservation et toute une explication au niveau de ces crocodiles. Le grand parc d'Andilly avec Vincent bien sûr, avec ce hameau du Père Noël, avec le champion du monde du Père Noël. Ça c'est aussi quelque chose. Mieux que Rovaniemi, hein. Ah, oui, mieux que Rovaniemi, c'est clair, mieux que Rovaniemi. Ensuite, on a la grotte Chauvet, bien sûr, en Ardèche, on a la grotte de Choranche, on a l'hôtel des Lumières au Puy-en-Velay, on a Mini World. Donc la Mini World, c'est tout un monde de miniatures, donc c'est intéressant à voir, ça c'est sur Lyon. On a le PAL dans l'Allier, qui est un parc d'attractions, mais également un parc animalier. On a le panoramique des Dômes. Mais d'ailleurs, dans le PAL dans l'Allier, je crois qu'il y a un hôtel sublime, on a l'impression qu'on se réveille face à la savane le matin. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est que sur chacun de ces sites emblématiques, les gérants de ces sites développent des choses magnifiques. Et là, on a un hôtel qui est vraiment à voir. C'est-à-dire que vous avez les chambres qui donnent sur une savane et on a vraiment un dépaysement le plus complet et avec un décor, on se croirait vraiment au fin fond de l'Afrique. Hein. C'est vraiment quelque chose à voir. Le panoramique des Dômes, je vous disais donc à Clermont-Ferrand. Donc on monte sur le Puy de Dôme et là on a un panorama à couper le souffle sur tous les volcans d'Auvergne. On a le parc animalier d'Auvergne. Alors là une grosse particularité, c'est que ce parc vraiment travaille a ouvert donc même un espace vétérinaire pour soigner les animaux, pour préserver donc les espèces. C'est quelque chose de très important. On a le parc des oiseaux dans l'Ain. Donc là aussi avec énormément d'espèces à découvrir, avec des spectacles qui sont donnés. Le safari de Peaugres. Alors le safari de Peaugres, je vous disais, très prochainement, du 4 novembre au 30 mars, nous allons avoir un festival des Lumières. C'est pas moins de 1500 lanternes qui vont être mises partout dans le parc. Donc à la tombée de la nuit, c'est féerique, vous pouvez voir ça. Le site Le Corbusier, sur Firminy, dans le 42. Vous savez que c'est après Marseille, c'est un des sites, Le Corbusier, le plus important sur notre territoire. Le téléphérique de Grenoble-Bastille, là aussi, vous découvrez des panoramas aussi splendides. Le petit train de l'Ardèche, là vous êtes en plein milieu de la nature également et dans un petit train ancien, donc c'est très chouette aussi.
Le volcan de l'MTJ qui est également sur Clermont-Ferrand, pas loin de Clermont-Ferrand. Donc là, vous entrez au cœur du volcan, vous voyez l'intérieur. Même chose, il y a un son et lumière qui a été fait qui s'appelle le réveil du volcan. Donc c'est aussi chouette à voir. Vulcania, alors Vulcania, on n'oublie pas Vulcania. Voilà, c'est un espace qui est dédié, comme son nom l'indique, à toute l'histoire des volcans, mais aussi des thématiques au niveau du tremblement de terre, des tremblements de terre, et depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, un planétarium le plus grand de France, avec une convention avec le CNRS et des choses magnifiques à découvrir à l'intérieur de ce planétarium. Et pour terminer, Walibi, un parc d'attractions également très familial, donc qui peut donner vraiment beaucoup de bonheur aux enfants et à leurs parents. Est-ce qu'on a parlé du musée de la Chartreuse? Vous l'avez dit? Oui. Alors, le musée de la Chartreuse, j'en ai parlé également. Oui, alors ce musée de la Chartreuse, je vous ai dit, c'est donc les caves de la Chartreuse qui sont ouvertes en visite au public, donc avec tout un musée, toute une explication, toute une immersion autour de cette fabrication de la Chartreuse. Voilà. Et là, en 21 sites homologués, on peut se permettre d'y aller avec une belle itinérance et pratiquement tous de les faire. Hein. Ah ben bien sûr. Alors ça permet donc aux touristes qui ont envie de découvrir notre région. Il a ce point de chute, il arrive sur un de ces sites et puis après il découvre nos magnifiques paysages et on peut évidemment leur proposer des tas de choses au niveau de la pleine nature puisque nous avons labellisé également 21 sites pleine nature sur notre région où là il y a des tas d'activités à faire en lien avec la pleine nature. Je pense par exemple au premier espace VTT fléché de France qui s'appelle Destination Grand Air. Donc là, c'est le plus grand parcours de France fléché VTT. Vous voyez, des choses comme ça. Des itinérances au niveau de Saint-Jacques, sur la Via Rona, la Via Fluvien. Enfin, il y a des tas de choses. Il y a pléthore. Il y a une offre pléthorique. Joël Beaugrasset, parlez-nous un petit peu de la petite Venise des Alpes. Oui, alors, Annecy, qui est, pour la traduction pour nos auditeurs, c'est Annecy dont on parle. Des Alpes, qui est le chef-lieu de département de la Haute-Savoie et qui accueille de nombreux touristes tout au long de l'année, qui accueille le Festival international du film d'animation et donc qui est vraiment une ville au cœur des Alpes. Pour le montagnard que je suis, j'ai l'impression que je descends à Annecy, mais pour le touriste qui nous arrivera d'ailleurs, il sera au cœur vraiment des montagnes des Alpes et ça c'est ce qui est formidable. Et en plus avec la chance d'avoir un lac qui est un des plus purs d'Europe, puisque les élus ont travaillé depuis plus de 50 ans à sa qualité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une eau limpide, magnifique, que l'on peut également observer depuis les montagnes environnantes. Joël Beaugrasset, vous m'avez dit en préparant cette émission que Vincent Hubert a su fédérer les énergies pour une cause. Est-ce que vous êtes admiratif du travail qu'il a fait depuis toutes ces années pour faire du parc d'Andilly, pour lui donner une renommée internationale et à la maison du Père Noël? Mais oui, et Vincent l'a très bien expliqué dès le début en disant il fallait qu'on travaille à réactiver notre comité des fêtes. Et vous imaginez jusqu'où un comité des fêtes peut emmener. Donc c'est une démonstration en fait par le travail de Vincent Hubert et par l'énergie et la capacité d'être un leader de son territoire, de démontrer qu'avec une association on est aussi capable de faire avancer les choses dans son territoire, au même titre que lorsque l'on est élu à la tête d'une collectivité territoriale, qu'elle soit une ville, qu'elle soit un département ou une région. Et là la démonstration de Vincent, c'est de prendre des amis et des bénévoles qui veulent bien s'impliquer. Et je pense que là, le mot bénévole, il est important de le mettre en valeur. Et comment est-ce que ces personnes-là ont trouvé un idéal de vie, de se retrouver, avec quand même des astreintes à de nombreuses fois pour participer à des fêtes, pour organiser des parkings, organiser de la restauration. Ah oui, non, mais c'est un peu comme le Puy du Fou en Haute-Savoie, hein. Absolument, tout à fait, avec en plus la difficulté quand même d'être dans un département de montagne très dynamique, ce qui veut dire qu'il y a une espèce de concurrence entre la proximité de Genève, comme l'a dit Vincent, puisque dans la géographie, il est important de se mettre ce contexte en tête, et donc ce qui veut dire qu'on est un territoire qui devient pour une partie résidentielle de travailleurs frontaliers, pour une autre partie avec
ce département qui est un département du développement du ski, puisque on a quand même une centaine de stations et de stations équipées de remontées mécaniques en Haute-Savoie, ce qui veut dire que le tourisme d'hiver a une place importante. Et donc, dans ces territoires intermédiaires, arriver à composer pour justifier de l'intérêt de créer une maison du Père Noël, des fêtes médiévales et un parc d'attractions pour des visiteurs, c'est un défi extraordinaire, incroyable, et surtout en partant par le volet associatif. Bien sûr, et c'est un pari réussi. Vincent Humbert, vous qui êtes maire d'Andilly, qui avez lancé ce projet il y a quelques années, est-ce qu'on vous a regardé comme un extraterrestre au début ? C'est toujours le cas. Vous êtes encore considéré comme un extraterrestre atypique dans la région. C'est bien. Je sais pas si on dirait un extraterrestre, quelqu'un de différent, probablement. Oui. Après, oui, mais après, non. Comment je pourrais dire ? J'explique aux gens qu'on n'est pas plus fort que les autres, c'est qu'on y passe toute notre vie. Je fais pas de foot, je pars peu en vacances. On passe notre vie à ça, on passe notre vie à aimer les gens, à les suivre. Et combien de bénévoles vous suivent toute l'année ? 1400 bénévoles. 1400 bénévoles. Donc il n'y a pas une journée sans que j'écrive pas un bénévole pour son anniversaire, pour savoir comment il va, pour savoir sa famille, pour les sépultures, les machins. Ouais, bien sûr. C'est un suivi familial, c'est un suivi d'aimer les gens. Et vous payez des intermittents du spectacle aussi ? On en fait un paquet. On a fait 1200 cachets l'année dernière. Ah oui. J'ai tendance à dire qu'on est la plus grosse pharmacie de la région Rhône-Alpes-Auvergne, je crois. Je pense, vous pouvez le dire. Racontez-nous les médiévales. C'est carrément la plus grande fête médiévale en Europe. Ça réunit un nombre incroyable de participants et de gens qui viennent de toute la France et d'ailleurs. Hein. De toute l'Europe aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus, on a des invités d'honneur. Parce que cette année, c'était l'île de Pâques. D'ailleurs, la commune d'Andilly s'est jumelée avec l'île de Pâques. Ah, Andilly est jumelée avec l'île de Pâques, c'est rigolo. Voilà, on a eu le Cusco l'année d'avant avec le gouverneur de Cusco. L'année prochaine, ça devrait être le Val d'Aoste. Dans 2 ans, ça devrait être la Jordanie, puisqu'on travaille avec le gouverneur de Jordanie, d'Aqaba. Donc, mais on a 62 000 visiteurs, plus 2 000 bénévoles jour, qu'on pourrait multiplier par 5, ça ferait 72 000 personnes, oui. D'accord. C'est une grosse manifestation. Avec du public qui est bien équilibré à 10, 14, 15, 16 000 personnes jour. Mais surtout, c'est une fête, on en vient tous pareil, une fête où il y a vraiment un partage qui est énorme. D'accord. Il y a des découvertes, il y a des échanges, il y a des rencontres. On a énormément de gens qui se sont connus, qui se sont mariés au Grand Médiéval d'Andilly. On va continuer à parler de cette grande fête de la médiévalité, de la Maison du Père Noël, avec nos invités dans un instant dans La France à découvrir. On marque une pause, à tout de suite. Le Grand Parc d'Andilly. Rêvons en toute saison. Présente Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous faisons la connaissance de cette incroyable offre touristique en Haute-Savoie, mais pas seulement, en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Joël Beaugrasset, qui est vice-président du département de Haute-Savoie, Sylvie Fayolle, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge du tourisme. Et je me fais taper sur les doigts quand on dit aura. Il ne faut pas dire ça, Sylvie, hein, attention. Hein. Non, pas du tout. On dit Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Vincent Humbert est maire d'Andilly en Haute-Savoie. Il est président du parc d'Andilly. C'est lui qui a inventé les médiévales. Énorme manifestation qui se déroule quand, au fait, hein, Vincent ? Ce sera fin mai pour 2024. Ce sera les 2 derniers week-ends de mai, week-end de Pentecôte et week-end d'après. Et de la Maison du Père Noël. On va revenir avec vous, Sylvie, sur un aspect qui vous tient à cœur, sur le tourisme du savoir-faire. On va en parler tout à l'heure. Juste une petite précision, Vincent. Quand on a dit en rigolant que la Maison du Père Noël à Andilly, elle était mieux que celle de Rovaniemi, c'est quoi la différence ? Rovaniemi étant la référence, hein, ça se trouve en Finlande, et elle a été faite comme un parc d'attractions, en fait. Rovaniemi, si je peux prendre la parole, ce sera plus simple. Rovaniemi, c'est vraiment un parc d'attractions. Ils ont donné une dynamique. Bon, c'est 300 millions de retours économiques sur le territoire. Oui. Mais c'est juste une maison du Père Noël. Vous prenez en photo, c'est 27 €. Vous avez la poste autour, où là, par contre, la dynamique gouvernementale fait qu'il n'y a pas rien qui se fait sans leur Père Noël. Puis après, vous avez des commerces autour. Par contre, les lapons ont su très bien organiser des séjours avec dans des igloos pour regarder les aurores boréales, des voyages avec des transports en rennes, transports en chien de traîneau. Ils ont su créer une dynamique tout autour de ça, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose, hein, ils n'avaient que ça. Et c'est vrai que ça a créé une grosse dynamique, mais surtout une grosse communication du gouvernement finlandais. D'accord. Alors que voilà, mais en termes on a beaucoup de télévisions qui partent à Rovaniemi et qui reviennent filmer chez nous, parce qu'on a un sujet qui est totalement unique. On a la maison du Père Fouettard, la maison des Mères Noël, la maison du Père Gourmand, enfin des choses que personne n'a dans le monde. Le Père Fouettard, personne d'autre n'a une maison dans le monde. Ah bah non, ça fait peur d'ailleurs, non ?
Et la petite truc qui m'a fait énormément plaisir, c'est que le directeur des services économiques de la ville de Rovaniemi, c'est quand même 300 000 habitants. La ville de Rovaniemi, c'est pas une petite ville. Ouais. Trouvait que votre concept était, entre guillemets, meilleur que leur, puisqu'on a une dynamique qui est vraiment sur des villages avec toute une famille de Noël, puisqu'on a encore beaucoup de gens qui vont arriver, beaucoup de maisons qui vont arriver derrière. Notamment, le marchand de sable, il est déjà là. On a vraiment des maisons thématisées des personnages, ce qui n'est pas le cas de Rovaniemi. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on voit dans la maison du Père Fouettard ? Sa cuisine, où il ne mange que des légumes. D'accord. On est dans de l'humour, nous. On est dans beaucoup d'objets. Ouais. On est dans beaucoup. C'est vraiment très très beau et beaucoup d'humour. Donc il y a sa cuisine, où il trie les lettres, parce que c'est lui qui trie les enfants sages, enfants pas sages, adultes. On a le bêtisarium derrière son bureau. On a sa chambre à coucher. On a sa baignoire, sa salle de bain. On a l'école des ramoneurs qui est à côté, puisque c'est lui qui forme les ramoneurs. N'oublions pas que les ramoneurs, c'est l'emblème un peu de l'Auvergne, mais beaucoup de la Haute-Savoie. Il ne faut pas oublier de l'Auvergne. C'est même une époque très, très triste de notre histoire. C'est quand on n'avait même plus les moyens de donner à manger à nos enfants. On les prêtait, on les louait, entre guillemets, à quelqu'un pour qu'il les nourrisse et qu'il les loge pendant 3-4 ans. Ils partaient à Lyon ou à Paris pour ramoner. D'accord. Donc on a donné un côté positif, sympathique, chaleureux de ces ramoneurs, alors que c'est une douleur phénoménale en Haute-Savoie qu'on a un petit peu oublié, parce que 70% des gens qui habitent chez nous ne sont pas originaires de Haute-Savoie. Mais c'est une grosse douleur. Chez nous, des enfants revenaient à 5-6 ans quand ils revenaient, estropiés, ils buvaient, ils fumaient. À 5-6 ans, on a du mal à imaginer, quand on voit aujourd'hui les problématiques, quand on est maire sur le périscolaire, on a passé de tout à tout. Donc on a cette école des ramoneurs, et vraiment chez le Père Fouettard, c'est une très, très, très belle demeure. Ouais, très bien. Et est-ce qu'on peut se faire prendre en photo avec le Père Noël chez vous, comme à Rovaniemi ? Bien sûr, il y a le Père Noël, il y a le Père Fouettard, les Mères Noël, le Père Gourmand, le marchand de sable, les casse-noisettes. Tout le monde est là. Comme vous parlez, il y avait 140, on a pris 80 intermittents du spectacle qui tournent dans les maisons. D'accord. Et la maison du Père Fouettard, ce que j'oubliais, c'est qu'il y a aussi la machine à fesser douce, machine à fesser dure. Enfin, il y a tout ce qui est confisqué aux enfants, qui a été confisqué à César, à Napoléon. Voilà, il y a différentes choses comme ça aussi. Très bien. Et pour les enfants et pour les parents, qu'est-ce qu'il y a autour d'Andilly à voir dans un rayon de 50 km, 30 km, on va dire, parce que ça monte en montagne? Disons que nous, on a déjà les deux sites. Il y a la ferme du Père Noël, qui est juste à côté, qui est très, très sympathique. Très chouette. On met en valeur l'agriculture chez nous, tout en utilisant ce thème de Noël. Vous avez la maison du Salève, qui est à 3 km à côté. Vous avez l'aquapark. Donc c'est vrai qu'il y a une dynamique à côté de chez nous qui est assez forte. Puis après, on parlait d'Annecy, on parlait d'Ivoire, de Chamonix, Genève. On a vraiment à proximité, si on vient le week-end, vraiment tout ce qu'il faut. Et même nous, à la commune d'Andilly, on vient d'ouvrir une auberge avec un hôtel, juste à 200 mètres, à 500 mètres du parc. Donc c'est vrai que les gens peuvent vraiment... Il y a un autre hôtel à côté du hameau du Père Noël, donc il y a quoi se loger pour tout le week-end quand on vient du sud de la France. D'accord. Et vous avez des citations de Saint-Vincent-de-Paul que vous aimez bien? Un seul homme peut changer le monde. Voilà. C'est ce qu'a dit Saint-Vincent-de-Paul quelques temps avant de mourir. Et quand on voit ce qu'il a fait dans sa vie, ce petit prêtre qui venait des Landes a changé le monde, effectivement. Sylvie Failleul, vous êtes aussi une femme qui changeait le monde de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec les 12 départements. Vous donnez une impulsion touristique, mais vous avez un dossier qui vous tient à cœur, c'est le tourisme du savoir-faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, c'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur, comme tous les autres d'ailleurs, parce que vous voyez que pas moins, autant que les autres. De choses à faire et à montrer. Alors le tourisme du savoir-faire, c'est travailler pour ouvrir dans les années qui arrivent, là les 2-3 ans qui arrivent, on y travaille déjà de façon assidue, ouvrir des entreprises à la visite du public. Ça existe déjà. On a déjà un panel d'entreprises sur Auvergne-Rhône-Alpes qui est ouverte au public. Mais nous avons décidé d'essayer de multiplier par 2 ce nombre d'entreprises ouvertes, tout simplement pour créer également, comme on le fait autour des sites emblématiques, une nouvelle dynamique, attirer des gens qui auraient envie de venir voir. Et il y a énormément de choses à voir sur ces savoir-faire en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis aussi, on se dit que ça peut déclencher des envies, déclencher des envies vocations. De métier. Comment des vocations, pourquoi pas, oui. On a sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a aussi voté un plan de retour à l'emploi. Mais je me dis que ça, c'est des choses qui vont aller de corrélation, parce que les gens qui vont venir visiter toutes ces entreprises qui seront ouvertes, pas simplement des entreprises de métiers de bouche, mais aussi des entreprises, je pourrais vous en citer quelques-unes, eh bien là, ça va permettre peut-être de découvrir de nouveaux métiers, de redécouvrir des métiers. Et donc, quoi comme métier, par exemple, Sylvie ?
Eh bien, par exemple, vous voyez, on accompagne une petite entreprise de la Drôme qui fait de la scourtinerie. Donc, quand on a dit ça, on dit qu'est-ce que c'est oui, au moins? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une entreprise qui continue à fabriquer des filtres à huile. Bon, maintenant, l'huile se fait différemment, mais ils ont gardé ce savoir-faire et ils font des objets de décoration avec ces filtres à huile. On a également un ébéniste à Issoire qui est en train de rénover toutes les menuiseries de l'Orient Express. Vous voyez, donc ça, c'est des métiers qui sont des métiers d'exception avec un savoir-faire exceptionnel. Un savoir-faire exceptionnel. On a des distilleries, on a la distillerie Coudert par exemple dans le Cantal, on a la boule au but. La boule au but, tout le monde connaît comment on fabrique ces fameuses boules qui sont connues dans le monde entier. On a les coutelleries à Thiers, etc. Donc vous voyez, vraiment faire découvrir tous ces métiers et essayer de créer donc une itinérance autour de toutes ces entreprises qui vont s'ouvrir. Et donc là, on les aide. Comme on aide les sites emblématiques au niveau de l'investissement, vous savez que ça, c'est vraiment des choses, nous, on va vraiment sur l'aide en investissement, eh bien, on va aider ces entreprises à s'ouvrir au public. D'accord. Joël Beaugrasset, vice-président du département de Haute-Savoie, délégué au patrimoine culturel. Vous, c'est aussi l'histoire, c'est aussi évidemment les sites merveilleux que vous possédez, mais on a un petit mot toujours pour les guides de haute montagne, en particulier l'histoire des guides de Chamonix. Racontez-nous. Oui, très rapidement. En fait, les guides de Chamonix sont nés des paysans qui connaissaient très bien les montagnes, qui n'allaient pas forcément jusque vers les glaciers parce que c'était souvent en lien avec des légendes, avec le fait aussi qu'il y avait la dangerosité de la montagne et le fait que les Anglais se soient intéressés à nos montagnes, c'est les premiers, à nos glaciers, notamment la mer de glace. Eh bien, ces paysans ont été en fait sollicités pour emmener ces clients dans les montagnes. Et donc, pour eux, c'était le début d'une nouvelle aventure. C'était une façon de diversifier l'activité qui était avant tout une activité agricole de subsistance pour passer vers un développement touristique. Et donc, la compagnie des guides de Chamonix est issue de ce monde paysan qui s'est organisé et qui ensuite a créé cette compagnie et puis a fait en sorte d'emmener tous ses clients dans les montagnes. Qui est un véritable joyau pour la région. Hein. On adore la compagnie des guides de Chamonix. Absolument, avec par contre une évolution du coup dans la façon dont on appréhende la montagne, du fait du changement climatique, avec des mouvements de terrain qui sont liés au fait d'une partie de la montagne qui passe au-dessus du 0 degré, et donc ce qui veut dire qu'on a aussi des chutes de pierre, des mouvements de terrain qui font qu'il faut appréhender la montagne différemment l'été également. Est-ce qu'on voit de plus en plus de sports périphériques qui prennent le dessus, comme le parapente encore? Parce que là, il y a encore peu, il faisait 21 degrés chez vous au 13 décembre, hein, au 13 octobre là. Au 13 octobre, oui, absolument. Disons qu'en fait, on a un étirement de la saison d'été. Et là, on l'a vraiment vécu, hein, tout le mois de septembre jusqu'au 15 octobre, là, avec une saison clémente. Eh bien voilà, les parapentes qui profitent des courants ascendants, puisqu'on a encore la chance d'avoir à ces moments-là des courants chauds qui remontent le long des parois rocheuses. Et donc, vous avez des grappes de parapentistes qui sont un petit peu partout à scruter ce paysage, un peu comme l'Aigle Royal ou le gypaète barbu, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai. Vincent Humbert, vous à Andilly, là-bas, dans cette belle région, vous êtes au pied du Mont de Sion, c'est ça? Enfin, sur le versant sud. Oui, versant sud du Mont de Sion, Donc 300 artistes, 2000 bénévoles, 28 associations, 2 week-ends. Qu'est-ce qu'on voit, par exemple? Est-ce qu'on voit la plus grande troupe des chassiers, par exemple? Ah oui, on la voit, c'est la plus grande troupe des chassiers de France. Oui. Elle est chez nous, c'est nos jeunes, qu'on forme tout au long de l'année aux échasses. On a la chance d'avoir Château des Avenières qui nous prête leur haras pour répéter. On a des jeunes qui viennent un peu de partout. Donc vous faites de la formation presque d'école du cirque, presque, hein? Pas tout à fait, parce que bon, il y a un peu de ça, mais on venait vraiment sur les échasses en grande partie. C'est surtout, je dirais, de vivre en groupe, même si on est jeune, et puis d'avoir je crois que c'est Joël qui disait tout à l'heure, d'avoir des objectifs, de se dire, il y a des horaires, on doit y aller. Des fois, on fait de l'abnégation, on aurait bien eu envie de partir en week-end, mais non, on fait partie d'un collectif. Et c'est ce que les parents apprécient plus, c'est qu'on les oblige à faire partie d'un collectif. Il y a de la rigueur, on apprend la rigueur, puis bon, là-bas, après c'est le Graal, quand on vient faire un spectacle devant 3 à 4 000 personnes qui vous applaudissent 5 soirs de suite, pour ces jeunes-là, c'est une dynamique, c'est une reconnaissance, mais
il y a les deux. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le Père Noël et le Père Fouettard. Il y a un cadeau, mais d'un côté, pour avoir le cadeau, il faut se donner de la peine. Et on est dans une ambiance de montagne. On va en reparler avec la flamme cuche et les chamallows au feu de bois. Dans un instant, on continue notre émission consacrée au parc d'Andilly, à la région Auvergne-Rhône-Alpes. À tout de suite dans un instant, la France à découvrir. Le grand parc d'Andilly. Rêvons en toute saison. Présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. À la découverte de l'offre incroyable en Auvergne-Rhône-Alpes, de l'offre touristique bien sûr, de l'offre que propose Andilly et son maire, et puis le patrimoine culturel avec Joël Beaugrasset, on en parle dans cette émission. Joël Beaugrasset, justement, on en parlait tout à l'heure du patrimoine culturel. Vous, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un anniversaire dans peu de temps. Vous savez lequel? Alors là, vous me prenez de court. Mais les 80 ans de quoi l'année prochaine? Ah, mais oui, bien sûr, la libération de la Haute-Savoie. Bien sûr. Et notamment le fait de se souvenir des actes de résistance dans notre département. Ça fait partie du patrimoine culturel, cette histoire. Oui, tout à fait. La valeur, comme je vous disais tout à l'heure, du montagnard conquérant, mais c'est aussi du montagnard qui aime tellement son territoire qu'il le défend et il se bat pour ne pas être, à l'époque, il y a 80 ans en arrière, pour être... aux prises avec l'envahisseur, il arrive à se libérer, certainement lié à la stratégie de la France et de l'Amérique qui à la fois débarquait en Normandie et puis également en Provence. Et du coup, la Haute-Savoie s'est libérée par elle-même avec ses forces, avec sa résistance. Et il est important d'avoir ces moments d'anniversaire pour se souvenir. Et puis aujourd'hui, nous n'avons plus de résistants vivants. Et ce qui veut dire que nous devons être, nous, les passeurs de mémoire. Absolument. Vous êtes un montagnard, Joël, vous êtes un marcheur aussi, et vous êtes fier d'avoir un géoparc dans le Chablais, là-bas, dans la partie nord du département. C'est quoi un géoparc ? Alors, un géoparc, c'est, en fait, on s'intéresse à la géologie, donc à la construction géologique du territoire. Et dans ce cadre-là, des territoires de France ont été labellisés, même à l'international. Et donc, tout le territoire du Chablais qui correspond en fait à la partie nord du département, qui est un peu enclavé dans une partie des terres suisses et qui longe le lac Léman, eh bien, on met en valeur des lieux emblématiques d'un point de vue géologique. Ce qui veut dire qu'il y a à la fois rien de forcément grandiose, mais c'est plutôt un lieu où on apprend à connaître et à comprendre comment se sont formées les Alpes et comment ces territoires ont été, conquis par les humains, et notamment en partant des bords de lac, pour aller ensuite au fur et à mesure dans les vallées. Et tout ça, ça se visite à pied, bien sûr, hein. À pied, mais à pied, enfin plus que ça, puisque le parc il est immense, il représente une 60aine de communes sur tout le territoire du Chablais, ah oui. Donc ce qui veut dire qu'on peut déambuler plutôt avec des itinérances en voiture, parce que souvent en fait le touriste en Haute-Savoie il vient surtout avec sa voiture, mais on peut aussi le faire avec une partie lorsque l'on vient en train, éventuellement, et donc ces lieux-là sont mis en valeur depuis déjà 4 ou 5 ans, avec une charte bien précise, et Géoparc, c'est une marque. Ça va tout à fait avec ce que disait Sylvie Fayolle, qui est soucieuse de cette immersion en pleine nature et de cette offre en pleine nature. Vous êtes d'accord, Sylvie ? Elle est là, Sylvie Fayolle ? Oui, elle est là. Sylvie, vous nous entendez ? Ah, on va récupérer Sylvie. Juste un petit mot avant, Joël Beaugrasset, vous, quand vous aimez partir marcher, vous me donniez l'exemple du cirque du fer à cheval. Oui, disons que pour un touriste... c'est mieux que Gavarnie, vous m'avez dit. Oui, c'est ça. En fait, les Pyrénées ont leur cirque de Gavarnie, les Alpes ont leur cirque de fer à cheval, du fer à cheval. Et en fait... j'ai envie de dire que tout dépend des saisons, mais la saison du printemps est un moment extraordinaire pour aller découvrir ce cirque, puisqu'il y a une 30aine de cascades. C'est et donc merveilleux. Vous êtes au cœur d'un cirque, et là vous n'êtes pas en réalité virtuelle, vous êtes en immersion face à la montagne avec un dénivelé devant vous de 1000 mètres. Et donc j'imagine le touriste arrivant d'un territoire très plat et d'être face à une barre rocheuse de 1000 mètres, et puis en face de lui des séracs qui craquent.
des cascades qui descendent comme ça, un déluge d'eau, c'est magnifique. Oui, ça fait partie des endroits pépitesques de ce pays qu'on adore défendre et dont on adore faire la promotion. Où est-ce que c'est? Sur quelle commune, le cirque des fers à cheval? Eh bien, sur la commune de Sixte, fer à cheval. D'accord. Donc, dans la vallée du Gifre. Parfait. Et la commune de Sixte, fer à cheval n'est pas très loin d'un point de vue géographique, mais pas d'un point de vue kilométrique, de Chamonix et de la vallée de Chamonix. D'accord. Et donc, tous ces secteurs-là sont des lieux de montagne extraordinaires à découvrir. Bon, vous serez d'accord avec Sylvie Fayolle, donc l'immersion en pleine nature, c'est un peu l'ADN de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Sylvie, qu'est-ce que c'est que l'application Partir ici? Alors, Partir ici, c'est une application intéressante, hein? Oui, c'est très intéressant. Donc, en fait, c'est donc tous les acteurs du tourisme de notre région Auvergne-Rhône-Alpes qui vont faire remonter leurs propositions aux offices de tourisme. Ils remplissent un questionnaire, bien sûr un questionnaire avec au niveau aussi donc des questionnaires avec un autodiagnostic social et environnemental. Ensuite, les offices de tourisme mettent en ligne toutes ces remontées. Et puis, on a des influenceurs locaux qui vont faire ces expériences et qui vont commenter ces expériences en disant, voilà, moi j'ai pu découvrir ceci, cela, etc. Et ça permet vraiment de faire connaître par les personnes qui pratiquent tout ce qui peut être fait sur notre territoire. D'accord. C'est absolument une application pratique pour aller visiter au plus près le territoire, c'est ça, hein? Exactement. Et puis là, actuellement, il y avait toutes les activités qui étaient mises en ligne, vous voyez, qui étaient proposées par les acteurs du tourisme. Et depuis récemment, on a ajouté un onglet hébergement. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Oui. Voilà. Vincent Humbert, on va reparler un petit peu d'Andilly, du Grand Parc d'Andilly, de la Maison du Père Noël. Rappelez-nous ce que c'est qu'une totote et qu'est-ce que vous en faites? Les tototes, les lolottes, il n'y a pas de nom différenciement d'où on vient, les Suisses disent lolotte. C'est la petite sucette que les enfants ont et qui vont se coucher avec et qui tètent. D'accord. Et c'est vrai qu'on a un sapin, on a des sapins, je crois qu'on en a plusieurs centaines. Des centaines de milliers de tototes qui ont été abandonnées chez vous. Des centaines de milliers de tototes, pas abandonnées, données. C'est bien différent. Ah oui. Données aux marchands de sable. Oui. Et il y a toute une cérémonie pour que les enfants arrêtent. Donc c'est vrai que de plus en plus de médecins pour enfants, je cherchais le terme, mais je n'arrive pas à le trouver, nous les envoient et les enfants amènent leurs tototes, 1, 2, 3, des pédiatres, excusez-moi, oui. Amènent une totote, 2, 3 tototes et arrêtent les tototes. Ils amènent la totote au marchand de sable, il y a toute une cérémonie. Et on voulait aussi que ce soit une symbolique forte, c'est que l'enfant ne donne pas une totote pour rien. Il va se séparer, c'est la première fois de sa vie qu'il se sépare de quelque chose, qu'il apprend à se séparer. Et chaque totote qui est donnée, nous, on offre un repas à des enfants au Cambodge, pour un sourire d'enfant. Il y avait un très beau film qui était sorti il y a quelques années sur Canal+, sur cette association qui scolarise plus de 4000 enfants à Phnom Penh. Et nous, on offre, chaque fois qu'il y a une totote qui arrive, un repas, et c'est 7-8 000 repas. C'est génial. C'était 14 000 repas l'année dernière. Donc les parents qui nous écoutent, qui veulent que leurs enfants donnent leur totote, c'est le moment ou jamais d'y aller cette année. Oui. Chaque année, c'est ouvert toute l'année, le Père Noël. C'est ouvert pour les vacances de Pâques et l'été. On a beaucoup de tototes qui viennent parce que l'été, le Père Noël est là, tout le monde est là. Il y a beaucoup moins, on a le temps. Les gens ont le temps de discuter avec leurs enfants et c'est intéressant que le Père Noël ou le Père Fouettard ou le marchand de sable ait le temps de discuter avec les enfants. En hiver, c'est plus compliqué. Mais on y tenait parce que le Père Noël, ça doit être un élan de générosité. On disait tout à l'heure, on est une association. Bien sûr qu'il y a des collectivités, la région et le département nous ont beaucoup aidés. Donc ça paraît toujours des fois un paradoxe de dire tiens, on nous donne de l'argent puis on le redonne à côté. Là, c'est un peu différent puisque une totote, on va dire qu'elle vaut 50 centimes quand elle est usagée. C'est une manière de racheter la totote à la personne, qu'elle soit pas jetée. Donc c'est un recyclage. Et si vous venez, et j'espère que Sud Radio pourra revenir faire un reportage avec chez nous plaisir, en direct, ce serait vraiment place. Plaisir, bien sûr, en direct sur place. Vous verrez que des tototes, il y en a vraiment des milliers, et c'est un décor phénoménal. Toutes ces tototes, elles auraient dû être à la poubelle, peut-être même pas recyclées. Je sais pas comment ça se recycle. Là aujourd'hui, non seulement on les a pas recyclées, mais on les a utilisées et mis en valeur. Et pour les enfants, c'est super important. C'est la première fois de leur vie qu'ils vont donner quelque chose et ils vont avoir un élan de générosité puisqu'ils donnent quelque chose pour un enfant qui est dans des situations il n'y a pas de demi-mesure, 10 000 fois moins bonne que la leur, on va dire. Bien sûr. Et est-il vrai qu'au parc d'Andilly, on peut se perdre dans un labyrinthe dans les arbres ?
Oui, on a le plus grand labyrinthe d'Europe. Non, mais il y a un tas de trucs incroyables. Il y a des dromadaires, des rennes, des animaux, des chouettes, des hiboux, des rapaces. Et il y a des moments où on peut aussi se paumer dans les arbres. Un truc de dingue. On peut se perdre dans les arbres, qu'on ait 80 ans ou 2 ans, puisque c'est tout sécurisé. On n'est pas attaché. C'est vraiment un labyrinthe avec des bords de 1,10 m. Et c'est extraordinaire. On est dans la cime des arbres à 80-60 mètres, puisqu'on est dans une vallée. On part d'un côté, on vient de l'autre. Donc même pour quelqu'un qui a 80 ans, même des poussettes, on a vu des personnes avec des poussettes. On a fait passer quelqu'un en chaise roulante dedans. Alors c'est pas très pratique, mais ça le fait, qu'une dame qu'on adore, qui vient chaque année au Médiéval. On fait des essais, mais on a un labyrinthe qui est extraordinaire. Ça, pas des jeunes du coin qui sont de Cruseille et du Grand Bornand, de la Cusa, et qui travaillaient dans le monde entier. Puis un jour, il me dit, Vincent, on aimerait bien travailler chez nous. Je dis, venez, on va s'inventer un truc. Et on s'est inventé ça. Sylvie Fayolle, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge du tourisme. Vous, comme ça, quand vous voulez vous promener ou vous montrer un bel endroit à des amis, vous allez où? À pied, en voiture, en vélo, en VTT? Un endroit waouh, ce serait quoi pour vous? Alors écoutez, moi je suis dans les Gorges de la Loire. Ah bah je déjà. suis maire également d'une petite commune qui s'appelle Saint-Paul-en-Cornillon. Donc les Gorges de la Loire, c'est aussi quelque chose à découvrir. C'est à cheval sur la Haute-Loire et la Loire. Et vous avez des panoramas qui sont magnifiques. Vous partez, vous promenez à pied en 5 minutes, vous êtes immergé en pleine nature. Donc vous voyez des choses très simples, mais qui peuvent vraiment, comme vous dites, avoir l'effet waouh, parce que je vous rappelle que ces Gorges de la Loire ont été répertoriées également par un de vos confrères comme les 20 destinations à découvrir. Donc on peut aussi parler de ces Gorges de la Loire à découvrir. D'accord. Voilà. Joël Beaugrasset, vous, votre petit côté découverte waouh, ce serait les alpages de Salles avec le refuge. Oui, voilà, exactement. Pour celui qui a envie de marcher pendant 1h30 environ, eh bien, je l'invite à prendre son sac à dos l'année prochaine et ses chaussures de marche et de partir tôt le matin pour un itinéraire fabuleux au cœur des alpages, au milieu des marmottes qui sifflent et des bouquetins, surprendre peut-être le gypaète barbu qui passera au-dessus, et donc 1h30 de marche, vous arrivez avec un magnifique refuge, le refuge des alpages de Salles, et donc bien sûr il faut réserver si vous voulez passer une nuit là-haut. Et ensuite, eh bien, la possibilité d'aller jusqu'au bout, jusqu'au dérochoir, qui va vous donner une idée d'un face-à-face avec le Mont Blanc et une vue sur toute la vallée de Chamonix. Parfait. Vincent Hubert, vous, votre conseil, ce serait plutôt de venir à la maison du Père Noël le plus vite possible. L'émission touche à sa fin. Vous avez 20 secondes pour nous donner envie d'aller voir le Père Noël encore. Et d'y croire. Venez voir l'homme le plus connu du monde, le plus adorable du monde, celui qui est apolitique, areligieux, qui est aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, pour être un grand, grand ambassadeur de paix. Et je suis très sérieux, alors je suis quelqu'un de très chrétien, très pratiquant, mais ça pourrait être un grand ambassadeur de paix. Venez au hameau du Père Noël, vous allez découvrir quelque chose que vous n'aurez jamais vu ailleurs, parce qu'on est unique au monde. Mais vraiment dans la bonté et dans la générosité. Absolument. Et on retrouve toutes les infos pour venir vous voir à Andilly, pour arpenter la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le site de l'émission. Merci à tous. Merci Vincent Humbert. Merci Sylvie Fayolle. Merci Joël Beaugrasset de nous avoir si bien parlé de votre belle région. À bientôt dans La France à découvrir sur Sud Radio. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec le Grand Parc d'Andilly, rêvons en toute saison.